à tous, l'After est là jusqu'à minuit ce soir. After en direct sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr comme tous les soirs. Au programme ce soir, malheureusement, la disparition de Louis Nicolas. On va en parler longuement dans l'After ce soir avec de nombreux hommages. Une soirée spéciale sur RMC depuis 19h tout à l'heure. Nous avons appris son décès aux alentours de 19h. Louis Nicolas qui fêtait son anniversaire aujourd'hui, 74 ans. Il était dans un restaurant de la région. Il a fait un malaise cardiaque à la sortie de ce restaurant. Il n'a pu être réanimé. Tout à l'heure, Louis Nicolas sera évidemment au programme de l'After. Tout comme la Coupe des Confédérations, l'Allemagne se qualifie pour la finale en battant le Mexique ce soir 4-1. Et ce soir dans l'After, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Ali Benarbia est là également. Salut Ali. Salut messieurs. Et on accueille Kevin. Kevin qui est notre gagnant de notre grand jeu du directeur sportif qui a tenu en haleine la France du football, je peux bien le dire, pendant quelques semaines. Donc tu nous as fait un exposé brillant de ta stratégie mercato du PSG, Kevin. Merci. Donc, bonsoir à tous. Salut. Kevin. Du coup on y reviendra tout à l'heure. Comme ça tu nous réexpliqueras ce que tu voulais faire. Et on verra si finalement tu as été plus ou moins, comment dirais-je, devin par rapport à ce qui risque d'arriver. Il a gagné parce que j'ai pas noté, c'est ça. Ah oui, je suis là, tu l'auras fracassé. Toi, je sais pas, je ne sais pas, mais je l'ai pas eu. J'avais Daniel. Oui, non, Daniel était. Non, pour ça, Daniel il est bien. C'était ma pire et je note. suis sûr qu'il t'a bien. Non, c'est pas vrai. Tu as bien noté, non, Daniel? Un beau 8. Mais c'était ma pire note. Ah, moi je suis à 5 et 6. Bien, oui. C'était tranquille, c'est Ouais, très mais bon. Je prends bien 8. Ah, c'était bien pour toi, oui, c'était bien. Alors, messieurs, on va évidemment évoquer la Coupe des Confédérations et Louis Nicolas. Ce sont les deux piliers de notre programme de ce soir. On a en direct de Sochi Loïc Braillet et Jérôme Bretagne qui ont suivi le match Allemagne-Mexique. L'un pour RMC, Loïc, l'autre pour SFR Sport 1. Jérôme, salut Jérôme. Salut les gars. Bonsoir messieurs. Et salut Jérôme. Loïc. D'abord, pour démarrer, évidemment, un mot sur la disparition de Louis Nicolas. Évidemment, les hommages se sont succédés ce soir. Enfin, au-delà de la disparition de ce président emblématique, je sais pas, on a l'impression que c'est la fin d'une époque quelque part. Jérôme, je sais pas ce que tu en penses. C'est ce qui ressortait dans pas mal de témoignages. Un des derniers présidents un peu emblématiques comme ça, qui avait son club, qui lui appartenait et qui était d'une passion débordante. Ouais, exactement. Très touché, mais comme beaucoup de gens, on l'a vu, on a tous rendu hommage assez vite quand on a appris cette terrible nouvelle. C'est pas facile, franchement, parce que moi je l'ai pas eu en tant que président, mais je l'ai tellement côtoyé sur les terrains qu'on a souvent échangé. Parce que il venait de prendre tes maillots à la fin du match là. Ouais, plus d'un maillot de toute façon. Mais outre ça, tu parles avec des passionnés de football et ça reste un président tellement emblématique. C'est ce genre de personne, moi, qui m'a fait aimer le football quand j'étais gamin, et c'est pour ça que je me sens très triste et très ému. C'était pas facile pour moi de commenter, comme pour beaucoup de personnes, de commenter le match, de se mettre dedans, parce que voilà, j'avais un gros passement au cœur. Et en tout cas, voilà, je l'embrasse fort, et il va nous manquer, et il nous manque déjà. Oui, d'ailleurs, Loïc, tu avais à côté de toi Carlos Valderrama ce soir à Sochi. Absolument, Carlos Valderrama qui est là en tant que consultant pour une radio colombienne, et en arrivant au stade, pour tout vous dire, on est en train de préparer notre petit matériel, et Carlos était juste derrière nous, et au moment où nous on apprend la nouvelle, Carlos avait son smartphone et il a quasiment appris en même temps, et voilà, il a réagi comme la plupart des autres qui l'ont côtoyé, en tout de suite disant avec quelques mots d'espagnol qu'on a pu comprendre. Il était d'ailleurs l'invité de Tim Dugas tout à l'heure, que voilà, il avait perdu un papa. Il avait perdu un papa à Montpellier, celui qui avait tant fait pour lui lors de ces 2 saisons à Montpellier. Carlos qui a tellement marqué le club, et voilà, lui aussi, comme Jérôme, a dû peut-être avoir un petit peu de mal à commenter son match ce soir. On l'a vu très touché, les yeux très brillants, voilà, au moment où il venait d'apprendre cette triste nouvelle. Ali, Daniel, qu'est-ce que ça vous fait, ça, bon, nous on en a parlé déjà avec Ali sur RMC tout à l'heure, mais quand je dis ça marque peut-être la fin d'une époque, d'un certain style de dirigeant, vous êtes d'accord? Moi, je ne sais pas si ça marque la fin d'une époque, mais c'est vrai que c'est assez dur ce soir
On va parler du match tout à l'heure, mais je sais pas trop, parce que c'est vrai que je l'ai regardé, mais j'ai été vachement touché. On a grandi avec ce mec-là. On l'a adoré. Parfois, il nous a emmerdés. C'était un personnage fou. Il se trouve que il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'aller le voir chez lui, de visiter le musée. Je connaissais mieux Michel, Mézy, son grand ami. Et c'était deux personnages que j'aimais vraiment beaucoup. Et non, ce soir, ça m'a vraiment perturbé. Il n'y a pas eu beaucoup de types dans le foot comme ça dont la disparition m'a touché, parce que bon, il y a les joueurs qui t'ont fait rêver, tu vois, quand Cruyff meurt, évidemment, t'es touché parce que c'est un grand personnage. Mais lui, bon, comme il était proche de nous, parce qu'il était dans le football français, parce quand on était gamin, quand on regardait le foot, évidemment, on se souvient des années 90 où il était un des présidents dont on parlait le plus. Il y a eu l'épopée Coupe de France 91. Et les recrutements, Paille Cantona, avec Aimé Jacquet. Il y avait tout le temps plein d'anecdotes. La Coupe de France, Manchester United. T'en souviens de ce match de Coupe d'Europe avec Barabé dans les buts? C'était cette époque-là, c'était l'époque Mézy. Et ouais, non, je sais pas s'il y a eu quelqu'un dans le foot mort, dont, je sais pas, quelqu'un dont la disparition m'a autant touché, je sais pas. Je crois pas, vraiment. Ali ? Moi, je vais essayer de continuer de rester dans le plaisir. La preuve, c'est que il meurt dans un restaurant et il adorait bien manger, bien s'amuser, bien être entouré et prendre du plaisir. Et je pense que même à sa mort, il voudrait que tous les gens autour et même sa famille fassent la fête, comme le fait très très bien Loulou Nicolin pratiquement toute sa vie. Et je pense qu'on retiendra de lui surtout sa joie de vivre, c'est surtout ça. Alors que tu as d'autres présidents qui ont fait du très bon travail et en étant très ou trop sérieux, lui, la passion, elle est encore plus loin que le football, c'est-à-dire dans la continuité du football. Et sa vision du football est la mienne, dans le sens où ce n'est pas qu'un match de football, ce n'est pas qu'un résultat, c'est aussi ce qui se passe pendant, après, dans le vestiaire, en dehors des vestiaires et dans la continuité de la fidélité de tous ceux qui aiment la passion et le sport. Et c'est ce qui va rester. Et j'espère que cette joie ne va pas s'éteindre à Montpellier avec sa disparition dans ce club-là, et que ses deux fils, je veux dire, continuent un petit peu ce qu'il a apporté. Pas qu'un club, pas qu'un résultat, mais une joie et cette continuité de passion, parce que beaucoup trop de dirigeants en oublient la passion dans ce football et restent un petit peu trop sur le marketing, sur la pression du football, alors qu'à la base, ça reste toujours une passion. C'est ce qu'a toujours aimé Nicolin. Je ne sais pas si c'est quand on va chez les gens qu'on les connaît vraiment et qu'on comprend ce qu'ils sont, mais je répète, je ne sais plus, c'était il y a 2-3 mois que j'y suis allé. Et il y a deux moments qui m'ont marqué. Le premier, c'est comprendre sa passion à ce mec-là. C'est quand on est dans le musée et qu'il me montre une photo. Et c'est le truc dont il était pratiquement le plus fier dans le musée, alors qu'il a des pièces phénoménales dans son musée. Et il y a une photo qui date de 1973. Il est grand supporter de l'OL, Nicolin. Et il était à la finale. Il est lyonnais d'origine. Voilà, il était à la finale de Coupe de France. Je crois que Lyon gagne la Coupe de France en 73. Et il monte la photo, il était sur la pelouse avec un drapeau. Et il dit: ah, t'as vu là, j'étais supporter de Lyon. Quelle fête on a fait, on a gagné la Coupe de France. Et voilà, ça c'était sa passion, quoi, de toujours. Et l'autre, c'est quand on était dans le taxi avec le mec, on lui a dit: bah, on va voir Nicolin. Il dit: mais est-ce que vous savez vraiment qui c'est, Nicolin? On dit: bah, le mec du foot, tout ça. Il dit: il faut que vous sachiez que ce mec-là, dans la région, c'est un gars qui aide tout le monde, qui est aimé par tout le monde parce qu'il aide, parce que c'est quelqu'un de très riche. Il aime aider, mais qui distribuait à tout le monde. C'est pas une considération matérielle que je suis en train de mettre en avant, mais c'est quelqu'un qui était riche, mais qui donnait à tous les gens qui étaient autour de lui. Et même des inconnus. Il a une petite assoce à droite à gauche, il aidait, et il nous racontait ça dans la voiture. Et voilà, ça permet de comprendre quel genre de mec il était. Il avait son club de foot qu'il a géré, parfois super bien, parfois moins bien. Il avait ses phrases que parfois on adorait, qui nous faisaient marrer, parfois qui nous faisaient moins marrer. Mais en tant que personne, en tant qu'humain, je crois qu'un des mecs les plus touchés ce soir, c'est Platini. Qui a fait un communiqué d'ailleurs très émouvant. Avec Mézy. Et d'ailleurs, il partait, quand je suis allé voir, il partait en vacances le lendemain, je crois, avec Platini à la Réunion à l'île Maurice. Et ils étaient vraiment vraiment très liés. J'ai lu le communiqué de Platini, on voit qu'il est
évidemment. Je vous le lis là. Platini donc, qui dit: je viens d'apprendre la disparition de Louis Nicolin. Louis était mon ami le plus proche dans le football depuis 30 ans. Nous avons tout partagé, nos joies, nos peines, nos bonheurs familiaux et nos chemins professionnels. La simplicité de Louis était sa noblesse. J'aimais tout chez cet homme exceptionnel. Je l'aimais tout simplement comme on aime un frère. Une partie de moi-même vient de disparaître, dit Platini ce soir. Kevin, bon, toi t'es plus jeune que Daniel, Ouais. hein, sans trahir un secret qui ne se voit pas à la radio. Qui se voit presque pas en vrai. Hein. Non, qui se voit presque pas en vrai. Ça te fait quoi, toi, Nicolas? Parce que justement, t'as moins grandi avec lui que nous. Non, mais j'ai fait mes études à Montpellier. Donc, c'est vrai que là-bas, il est éminemment respecté et aimé. J'ai eu la chance de voir la campagne de Ligue des Champions. C'était quelque chose de fabuleux pour lui, même s'il n'y a pas eu les résultats. Moi, ce que je retiens, forcément, ses phrases et tout ça. Sa crête bleue. Et le jour du titre, orange. quand ils ont célébré le titre à Montpellier. Bon, on y était d'ailleurs, Daniel, rappelle-toi cette émission qu'on a fait, la place de la Comédie. Et après, on a reçu tous quelques ces canettes d'ailleurs ce aspects-là, soir-là. la paillade. Hormis tous ces aspects-là, je retiens aussi ce qu'il nous lègue, c'est son musée. C'est peut-être le plus grand musée du sport en France, voire en Europe. Et c'est un des plus grands au monde même. Hein. Ouais, donc je pense qu'il devrait, ça devrait presque devenir un musée national, devenir quelque chose de un symbole fort. C'est une collection privée, mais qui était ouverte à tout le monde. Enfin, ouverte à tout le monde. C'est pas non plus ouvert aux quatre vents, mais enfin, quand quelqu'un voulait le visiter, il ouvrait les portes. Mais je sais qu'il y a les écoles du coin qui y allaient régulièrement. Ouais, enfin, j'espère que les héritiers feront des expos pour qu'on voit toutes les merveilles et qu'on comprenne à quel point ce mec était passionné. Alors tout à l'heure on va reparler de lui, on va réentendre quelques-unes de ses sorties mythiques. On n'a pas entendu Michel Mézy, non. Non, il n'a pas voulu s'exprimer. On l'a joint. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était là. On a eu Robert Nouzarey qui était un autre de ses. Mais Mézy, c'était vraiment. Allez, ce sera tout à l'heure. On reviendra sur le Nicolas, mais là on a la chance d'avoir Jérôme et Loïc avec nous. On va dire quand même un mot du match de ce soir, même si évidemment c'est un peu compliqué ce soir. Mais enfin bon, il y a quand même une demi-finale de Coupe des Confédérations entre l'Allemagne et le Mexique. Est-ce que le score reflète, selon vous, messieurs, le scénario de la rencontre? Est-ce qu'on a vu ce soir à Sochi? Je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais un but supplémentaire pour le Mexique, ça n'aurait pas été volé, puisqu'on va rappeler quand même qu'ils ont touché la barre transversale une fois et que Ter Stegen a eu quand même une quantité d'arrêts à faire assez incroyable, notamment sur la fin de la première période et jusqu'à quasiment la fin du match. Après voilà, il y a ce manque de justesse technique dans le dernier geste côté mexicain qui est fatal finalement pour le résultat, parce que les Allemands ont eu beaucoup moins d'occasions, mais tellement plus de réalisme devant le but que ça a fait la différence. Voilà, peut-être que le score est un peu sévère pour le Mexique quand même. Ouais, le score est sévère. Après, c'est vrai que quand tu commences le match et au bout de 8 minutes tu es mené 2-0, c'est dur pour n'importe quelle équipe dans tous les cas. Et les Allemands sont tombés dans la gestion du match. Ils ont accepté de subir en première mi-temps. Ils ont refusé le jeu, beaucoup de jeux directs, de perte de balles. Et les Mexicains se sont mis en confiance, ont eu des bonnes situations en fin de première mi-temps pour revenir à 2-1. Ils n'ont pas marqué ce but qui aurait peut-être relancé la rencontre. Et puis sur la deuxième mi-temps, les Allemands ont joué un petit peu plus haut, ont par moments aussi confisqué le ballon. Ça c'est quand même très équilibré sur la possession de balle en deuxième mi-temps. Et puis après oui, la grosse différence c'est la justesse technique dans les zones de vérité. Du côté allemand, ça fait la différence parce qu'à chaque fois qu'ils sont venus, il y a eu danger à chaque fois. Et puis de l'autre côté, un grand gardien, Ter Stegen, qui a fait des beaux arrêts pour retarder l'échéance et qui a permis aux Allemands de s'imposer largement. Mais bon, le score reflète pas la physionomie du match, mais bon, ça reflète que il n'y a pas scandale non plus, quoi. Que l'Allemagne est au-dessus du Mexique sur ce match. Ouais, il y a eu une occasion énorme pour Chicharito en première mi-temps. Peut-être que si celle-là il la met derrière, ça peut un peu tourner, mais bon. Ouais. Il y a des supporters lyonnais qui ont envoyé des tweets en disant si c'est pour faire ça, tu peux rester à Leverkusen. Ouais, mais non, mais bon, c'est vrai qu'il je vois la bonne passe de Giovanni Dos Santos. Il enchaîne techniquement un truc fabuleux parce que le contrôle en pleine course, il est monstrueux. Après, Ter Stegen sort bien, il veut piquer la balle au-dessus. Bon, il rate. Je pense que
Le plus dur, c'était le contrôle. Il a raté le plus simple, on va dire. Mais bon, voilà, il s'est beaucoup donné. Chicharito devant, il a été intéressant. De toute façon, dans ce qu'elle propose offensivement, cette équipe mexicaine est très intéressante. Hein. C'est une vraie équipe de foot qui aime repartir de derrière, qui aime monopoliser le ballon, passer de droite à gauche. Franchement, ils sont beaux à voir jouer quoi par moment. Après, ils ont un gros problème et c'est ce qui leur manque de passer le cap contre les grosses nations, c'est l'équilibre de l'équipe. Quand l'équipe d'en face a plus de maîtrise technique, ils sont en grande difficulté défensivement et c'est là-dessus qu'ils doivent progresser. Non, mais je crois que c'est surtout dans les zones de vérité qu'ils ont un gros problème parce que défensivement, dans les 15 derniers mètres, il n'y a aucune rigueur. C'est pour ça qu'ils prennent en très peu d'occasions autant de buts. Et de l'autre côté encore, dans la zone de vérité offensive, c'est pas du tout agressif, en dehors de Chicharito, qui essaie un petit peu de couper les trajectoires. Mais tu as besoin de 2-3 joueurs qui vont au premier, au deuxième, en retrait, et qui mettent la pression aux Allemands. Et là, c'est 3 jeunes Allemands dans l'axe. À chaque fois, ils ont coupé les trajectoires, toujours au bon moment. Et les Mexicains, même s'ils s'approchent très bien du but, après, c'est pas assez du très très haut niveau devant pour faire mal à l'adversaire. Alors tout à l'heure, Ali, juste à la fin du match sur RMC, on avait Karim qui est supporter du Mexique. Il est resté avec nous et il est en colère contre le sélectionneur. Karim, rebonsoir. Ouais, salut les gars. Ta colère est un peu retombée ou t'es mexicain, Karim? T'es toujours aussi énervé. Il était avec nous l'autre soir, Karim. Ah mais t'étais pas là, toi? Non, il était pas là, Daniel. Alors, je te refais l'histoire de Karim. J'ai vécu là-bas. Karim a vécu au Mexique longtemps. C'est marrant. Ouais. Pourquoi, sans indiscrétion, pourquoi t'as vécu au Mexique? C'est une mexicano qui l'a tiré, c'est ça? Ouais. Tu te rappelles bien de samedi soir, Ali Ben. Heureusement. J'écoute ce que tu dis, Karim. Ça me fait plaisir. Oui, voilà, je suis marié avec une Mexicaine, j'ai vécu là-bas, donc moi je suis fan de foot. Tu vivais où? À Playa del Carmen, Daniel. Playa del Carmen. Ah oui, je suis allé il n'y a pas très longtemps, je connais très bien. Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a du monde qui je connais bien la 5e avenue, tout ça. Moi, je suis à Paris maintenant. Mais bon. Non, mais là, c'est moins sympa pour la baignade, mais. De quoi? Pareil. Si, t'as la mer qui tombe sur la tête. Si tu vas par là, Playa del Carmen, il y a également beaucoup mieux pour la baignade. Il y a quasiment plus de plage. On est d'accord, c'est pas le meilleur endroit de la Riviera Maya quand même. Il y a des endroits absolument sublimes quand on fait quelques kilomètres en dessous. À Playa del Carmen, il y a des endroits que tu connais pas. Je sais pas, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup mieux vers le sud. En tout cas, Juan Carlos Osorio, il connaît Playa del Carmen. Je vois que Daniel connaît très bien alors. Bah oui. Plutôt du côté de Touloum, Daniel. T'es allé où, Daniel? Jusqu'à Touloum, tout en dessous là. C'est tout? T'es pas allé plus au sud? Moi je suis allé au Belize, moi. Beau gosse. Et déjà toute la zone de Touloum, c'est magnifique. C'est le plus beau fond marin que j'ai vu de ma vie. Est-ce que t'es allé à Bacalar? Écoute, j'ai pas eu le temps. À Laguna Bacalar? Ouais. Je l'avais en programme, mais j'ai pas réussi à pousser jusque là-bas. Moi, j'étais à Acapulco. Bon, ça, c'est pour les vrais. J'ai vu aussi à Acapulco. Vous voulez vraiment voir. Il pousse jamais jusqu'au bout, Daniel. Vous allez avant le Belize, vous allez à la Laguna de Bacalar, et là, c'est bon. J'ai vraiment connu. Je retourne. Non, je connais bien ce pays parce que j'ai vu aussi. Après cette page sponsorisée par Lonely Planet, je vous propose de revenir au match. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. C'est magnifique. Puis c'est très diversifié, surtout. Donc Karim, t'en veux à Osorio? Non, il y en a marre. Non, mais il y en a marre. Il avait une belle équipe contre la Russie. Tu commences un processus dans une grande compète. C'est le premier match, tu sais, c'est le match référence, comme on dit, tu vois. Pourquoi tu changes 7 joueurs? Enfin, je sais pas, j'ai pas compté le nombre de. Apparemment, il y avait 5 ou 6 joueurs, je sais plus. Mais pourquoi tu changes, quoi? Et puis, continue à mettre des centraux sur les côtés en tant qu'arrière latéraux. Enfin, moi, à la Nice, vous l'avez vu, l'arrière gauche là. Ouais, c'est un central. Et c'est un central, 100%. C'est un très bon central. Bon, après lui, le pauvre, on lui dit, tu joues latéral. Il joue latéral, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a jamais débordé. Et pourtant, dans un système les Allemands, ils jouaient. Le Mexique, il joue Amérique centrale. C'est pour ça qu'il a mis autant. Mais Osorio, il a l'habitude. Elle est bonne la blague là. Non mais Karim, Osorio, il a l'habitude de faire tourner, donc t'es pas surpris quand même. Je sais, on en a discuté, mais c'est bon, il y en a marre. Karim, au-delà du match. J'aimerais l'avis de Jérôme, parce qu'en fait, après Jérôme et Loïc ont d'autres obligations à Sochi, ils vont continuer à bosser. Il reste encore quelques minutes. Vous êtes d'accord avec Karim, il va se faire virer, les gars à Sochi? Je vous le dis tout de suite.
Jérôme. Oui, voilà. Après, oui, il a fait du changement. Alors après, quand on avance dans une compétition, il est peut-être obligé aussi par rapport à la forme de certains joueurs. Là, par rapport au match de la Russie, au début du match, il en a fait 4. Mais il y en avait un qui était bien entendu obligatoire, c'est Guardado au milieu de terrain. Donc, qui était suspendu. Qui a été remplacé par Giovanni Dos Santos. Mais sinon après il a changé Vela, en effet il a mis Aquino sur le côté gauche et il a mis Jiménez à la place de Lozano qui est rentré, qui n'a pas fait une super rentrée, donc et Jiménez a fait son match à l'arrivée. Après il a gardé le même style de jeu. De toute façon cette équipe mexicaine elle est obligée d'avoir le ballon, d'avoir de la maîtrise, d'avoir du mouvement, de repartir court de derrière. Ils se sont forcés à le faire. Après il est obligé aussi de faire en fonction de l'adversaire. Quand tu rencontres la Russie, peut-être que tu peux te dire la bataille de la possession, je vais l'avoir, je vais mettre un peu plus de poids offensivement ou plus de joueurs au milieu de terrain. Et là, tu joues l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont capables aussi de te contrarier dans ta possession de balle. Donc, tu es obligé de faire avec. Moi, je pense pas que le sélectionneur ait failli sur le match de ce soir. C'est surtout les limites de certains joueurs, surtout d'un point de vue physique. Moi, j'ai vu cette équipe mexicaine défensivement vraiment en grande difficulté, quoi. Très très faible. Karim, si on peut parler un peu de cette sélection du Mexique et du contexte global. Je ne sais pas si je vais tout prendre dans l'ordre, mais parlons-en. Moi je trouve, le match de ce soir, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, je trouve que le score est un peu boursouflé et qu'au final, et c'est toujours comme ça, le Mexique ressort toujours digne de ses rencontres. Tous les matchs qu'elle fait. Parce que c'est une équipe qui a du caractère, parce que c'est une équipe qui joue. Quand on nous fait toujours le discours de quand on voit une équipe qui joue en Ligue 1, on entendait pendant des années ouais mais ils font avec ce qu'ils ont, ils font avec leurs moyens. Eh bien, le Mexique pourrait servir d'exemple. Parce que leurs moyens à eux, ils sont pas très grands. Comme le disait Jérôme, ils n'ont pas de joueurs extraordinaires. Quand tu penses que et pourtant j'aime beaucoup leurs joueurs, mais leur vedette c'est Chicharito qui a fréquenté beaucoup de grands clubs, mais beaucoup en remplaçant, qui a joué au Bayer Leverkusen. Ils ont encore, même s'il est sur la fin, mais Rafa Marquez, c'est dire si tu peux pas renouveler un joueur que moi j'ai adoré tellement il a été fort à une époque. C'est une équipe qui évolue dans les compétitions dans la zone CONCACAF, ce qui peut-être ne l'aide pas toujours, mais qui lui permet de se qualifier. Qui lui permet, il y a double revers, les médailles et revers de la médaille. C'est que ça lui permet toujours de se qualifier, mais ça ne lui permet pas de se frotter à des grosses nations. Ce qu'ont fait les Australiens comme l'Australie et partir dans l'Amérique du Sud. Donc tout ça c'est le contexte. Et j'ai encore vu ce soir, là je suis d'accord avec Jérôme, dans leurs actions offensives, dans leur manque dans leur façon de ne pas concrétiser toutes les opportunités qu'ils ont. Aide-moi à me souvenir du match de la dernière Coupe du Monde où encore une fois ils étaient sortis la tête haute, où moi il m'avait beaucoup plu, et donc ils perdent contre les Pays-Bas. On est bien d'accord? On est d'accord. Ouais. Comment ils perdent? Est-ce que tu te souviens de ce match? Comment ils perdent? C'est quoi? C'est un huitième de finale, non? Mais dès la première mi-temps, ils le perdent. Ils auraient dû bouffer les Hollandais. Voilà. Bah oui. Mais si je me souviens bien, Karim, c'est un huitième de finale? Ouais, tout à fait. Pour moi, ils font un match au niveau de l'intensité, du rythme extraordinaire contre les Pays-Bas. Je trouve que les Pays-Bas s'en sortent. Pas en première mi-temps. Alors, on va faire un truc, il leur manque la concrétisation. Daniel, mais franchement, ils les mangeaient, les Hollandais. C'est parti sur un after Mexique intéressant. Mais Jérôme et Loïc doivent nous laisser. Vous avez un truc à rajouter? On a vu ça, ils se font corriger. Les gars, à Sochi. Alors que bon. Ils se font corriger. Juste un mot sur l'Allemagne. Ouais, vas-y vite fait. Tout à l'heure, on aura David Morteau d'ailleurs. Juste un mot pour l'Allemagne, pour dire que moi j'étais au début de la compétition un peu sceptique effectivement sur ce choix totalement assumé de Joachim Löw de prendre cette équipe extrêmement jeune en laissant à la maison les Neuer, ne se trompe jamais, Loïc, tu sais. Boateng, Özil, Kroos, Müller. Effectivement, vu ses résultats, c'est vrai qu'il se trompe pas souvent, le garçon. Il se trompe jamais, Joachim Löw. Vu la jeunesse et vu les prestations que ces joueurs ont fait, on parle beaucoup des talents dans notre équipe de France. L'Allemagne l'année prochaine, ça va faire
faire très 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 mal à la Coupe du Monde. Et franchement, on ne peut que encore une fois saluer le travail de Löw et la progression de ces joueurs à prime, on va dire, parce que c'est même pas une équipe B qui ça tient plus que la route au niveau mondial, même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Et ça va être une équipe géniale à suivre à la Coupe du Monde. Merci les gars. Bonne soirée. Merci ciao, les gars. ciao. Salut Jérôme, salut Loïc. Salut. Ils seront là pour la finale. Donc dimanche à 15h, dimanche Portugal-Mexique, match pour la 3e place. Et à 20h, Chili-Allemagne. Ce match pour la 3e place, je ne sais pas à quoi ils servent, mais enfin, surtout là en Coupe des Confédérations. Pour être 3e. Bon. Il y aura même plus. Merci Ali. On a l'obligation du podium, donc il faut une 3e. Dans quelques instants, nous sommes de retour pour conclure avec Karim sur le Mexique et David Lorto nous rejoindra pour parler de l'Allemagne. Et ensuite, nous évoquerons la mémoire de Louis Nicolin avec encore d'autres témoignages. On vous attend d'ailleurs au 32-16, supporter de Montpellier. Et puis, avec Kevin qui est avec nous, qui a gagné notre grand concours des directeurs sportifs, on reviendra sur la stratégie mercato du PSG. Tu nous rappelleras les grandes lignes de ce que tu avais dit. Et on verra si quelques jours plus tard, finalement, tu es complètement à la rue ou si tu méritais vraiment ta note. Ce sera qu'il a gagné le droit de venir là ou il a un cadeau, pas mal, non? Un voyage au Mexique, Playa del Carmen, un truc comme ça, non? Ah, ça, faut voir avec Daniel, c'est lui le spécialiste du Mexique, comme tu l'as vu. Quand même. Ah, t'aurais pu gagner le maillot de Daniel Riolo beaucoup plus beau que celui-là. Oui, Il a gagné parce qu'on a le celui nouveau maillot du de Samy PSG. Traoré là, un faux là. J'ai eu la chance sur Twitter. Il est partout. Allez, à tout de suite à l'after. Quand je vois Pastore, Néné, Ménès, les jambes de ces types, s'ils pouvaient venir à Montpellier, je crois que je lui donnerais un bon salaire. Ménès, qu'est-ce qu'il est bon.